Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la suite du programme puisque je reçois le président de l'Association des maires de Guadeloupe. Il est aussi maire de la commune de Lamentin. Je veux parler de Jocelyn Sapoti. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à la Guadeloupe, bonjour Iblis. Jocelyn Sapoti, merci d'avoir répondu à cette invitation, une invitation dans un contexte compliqué, difficile, à travers un chaos social, économique. Comment on peut dire cela? Pour vous, quel serait le mot le plus fort à utiliser pour caractériser cette situation? Une situation où nous sommes sous une poudrière. Nous sommes sur une poudrière. Situation compliquée à gérer parce qu'il y a, il faut dire les choses, beaucoup de problèmes qui durent depuis des temps et qui ont laissé une cicatrice non fermée. Il y a aussi, il faut dire les choses, une instrumentalisation de tout cela. Par qui? Par beaucoup. Par beaucoup. Les élus en font partie? Par beaucoup. Je ne saurais pas vous dire par qui parce qu'on n'arrive pas à comprendre toujours les jeux. Mais il y a une instrumentalisation de tout cela avec des buts et des objectifs recherchés qui ne sont pas toujours dans l'intérêt de ceux-mêmes qui sont mobilisés, pas toujours dans l'intérêt non plus de ceux-mêmes qui sont concernés. Et puis, il y a une bonne dose de fausses informations aussi qui circulent dans tous les sens et qui créent la peur, qui créent l'angoisse et qui créent des difficultés pour sortir de la crise par le haut et sortir de la crise avec quelque chose de consistant et qui nous permettrait de construire un avenir meilleur, parce que c'est ça l'objectif. Mais qui a intérêt qu'il y ait un chaos en Guadeloupe? Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Ce n'est pas là, si vous voulez, le sujet le plus important. Oui, mais si on identifie les personnes, on pourra peut-être pallier à cela. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire que le chaos, il est là. Regardez-le, il est là. Il y a un intérêt que nous avons à brûler, à casser, à mettre la vie des jeunes en danger, à exposer des jeunes qui peuvent se blesser. Mais pour l'instant, on dit que ce sont les jeunes qui mettent le feu, ce sont les jeunes qui commettent des exactions. Pour l'instant, c'est ce qui se dit. Peu importe, à partir du moment où on est sur des barrages où il y a de la violence, on est en danger. Et le danger peut venir, on ne sait pas d'où. D'accord? Donc, moi, je veux protéger la jeunesse guadeloupéenne. Je veux protéger nos jeunes. J'entends toutes leurs misères et toutes les difficultés. Et je ne veux surtout pas qu'on les stigmatise. Je ne veux surtout pas qu'on les traite de voyous. Je ne veux surtout pas qu'on pense que les jeunes font ça uniquement pour mettre le désordre. Ce n'est pas vrai. Il y a une vraie souffrance chez les jeunes guadeloupéens. Il faut leur donner de l'amour et il faut les encadrer. J'appelle les mères et les pères de famille là à parler à leurs enfants. C'est d'abord leur rôle en premier, à faire que leurs enfants rentrent chez eux quand il y a le couvre-feu, à faire en sorte que nous puissions trouver en Guadeloupe une parole qui soit une parole construite. Je ne remets pas en cause le mouvement social, bien au contraire, un pays vit aussi de ces mouvements sociaux. Mais là, ce n'est pas un mouvement social. C'est un chaos, c'est une insurrection qui n'a pas de sens, dont on ne comprend pas où ça va aboutir. Mais pourquoi une insurrection qui n'a pas de sens? Pourquoi dites-vous que ça n'a pas de sens? Je dis bien que ça n'a pas de sens parce que ça part dans toutes les directions. C'est parti de quelque chose. D'accord. C'est parti de cette obligation vaccinale, non? C'est parti de ce pass sanitaire, non? Revenons sur le sujet. Nous avons une problématique aujourd'hui qui est la problématique de l'obligation vaccinale pour les personnes qui sont dans certaines professions, notamment les sapeurs-pompiers et notamment les professionnels de santé. Quand on regarde bien la problématique, parce qu'il faut la poser de manière rationnelle,
il y a une loi qui a été votée. La loi s'applique sur l'ensemble du territoire. La Guadeloupe aujourd'hui est dans le droit commun. Il y a à peu près 85%, voire 100% dans certains établissements qui répondent aux obligations de la loi. Donc ça veut dire qu'il y a une minorité aujourd'hui qui ne répond pas aux obligations de la loi. Soyons clairs, soyons raisonnables. Ne nous montrons pas comme étant des gens irresponsables. Ne donnons pas cette image-là de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. La France ne va pas abroger une loi pour la Guadeloupe et encore moins pour une minorité du public guadeloupéen concerné par la loi. Donc vous dites qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Par contre, il faut trouver des solutions. Par contre, ce n'est pas parce que c'est une minorité qui représente autour de 15% qu'il faut les laisser dans la rue, qu'il faut les laisser sans salaire, qu'il faut les laisser sans perspective. C'est pour cela que je viens de finir une réunion avec l'ensemble des maires de la Guadeloupe et le ministre des Outre-mer. On va y arriver, mais juste, j'aurais voulu, Jocelyn Sapoti, Oui. que vous puissiez me donner juste une petite information, puisque j'ai su que vous avez rencontré les jeunes. Et est-ce que ces jeunes qui sont sur les barrages, ces jeunes dont vous nous parliez à l'instant, est-ce que leur préoccupation, c'est l'obligation vaccinale et le pass sanitaire? Les jeunes que j'ai rencontrés aujourd'hui, que j'ai rencontrés hier, pas aujourd'hui, que j'ai rencontrés hier, et avant-hier aussi, ont besoin d'être entendus. Sur la question de l'obligation vaccinale, bien sûr, ils ne sont pas concernés, mais ils affichent une solidarité vis-à-vis des publics concernés. Mais ils me disent très bien, et de manière, quand on discute avec eux, parce que si les jeunes ne rencontrent que des gens qui font que attiser la haine, attiser la révolte, vous comprenez très bien qu'ils n'auront que ce discours-là et rien de construit. Ces jeunes-là nous disent, si ceux qui sont en capacité de réfléchir vraiment et de construire nous disent, si on apporte des solutions pour ces familles dont nous sommes solidaires, on peut comprendre ça. Si on nous explique que la loi ne peut pas être abrogée, mais qu'on ne laissera pas les gens dans la rue sans solution pour faire vivre leur famille, on pourra comprendre ça. Mais il faut apporter une solution à cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ces jeunes nous disent, nous avons, nous, nos revendications qui sont propres à nous jeunes par rapport à notre avenir. Et des revendications qu'on peut trouver sur la plateforme de revendications qui a été mise au grand jour par les syndicats. Il y a aussi les revendications des jeunes de la rue. Il y a de tout là-dedans. Sauf que moi, je vous parlerai de ce dont je peux faire et de ce dont, aujourd'hui, je peux discuter avec la jeunesse qui est dans la rue. C'est la question de l'emploi, c'est la question de la formation et la question même de la rémunération de certains jeunes. J'en ai eu chez moi, qui ont été dans des chantiers d'insertion ou encore dans des chantiers d'école et qui, pour aujourd'hui, ont un retard quant à leur rémunération. Voilà des choses très concrètes. Parce qu'il faut être concret. On ne peut pas partir dans les choses, on ne sait pas où on va. Ces jeunes-là, nous pouvons apporter des solutions. Avec le président de région, avec le président du département, nous, maires, nous pouvons répondre à cela. En quoi faisant? Déjà, en écoutant leurs demandes, mais déjà en mettant en place sur tous les territoires, comme on a su le faire à la Montagne, sur l'ensemble de la Guadeloupe, des cellules d'écoute, des cellules de travail avec les jeunes, en mobilisant les jeunes eux-mêmes pour qu'eux-mêmes puissent créer leur entreprise, en mobilisant les jeunes pour qu'eux-mêmes puissent créer des chantiers d'insertion, en mobilisant les jeunes pour aller dans des chantiers écoles comme j'ai pu le faire avec le chanteur Dali. Nous pouvons faire des choses. Sur la formation des jeunes, nous pouvons faire des choses. Si, bien sûr, et ils le disent, si les dossiers derrière, par les services qui instruisent les dossiers, le département, la région, l'État,
font davantage diligence pour que ces dossiers-là puissent aboutir. Parce que nous-mêmes, nous les maires, nous avons beaucoup de projets à ce niveau-là. Nous présentons beaucoup de projets, mais souvent ça traîne trop. Souvent les jeunes sont découragés. Moi, si je n'étais pas derrière l'association Jeunesse Lamantinoise en Action, qui fait travailler plus de 100 jeunes, et qui aujourd'hui n'est pas seulement sur le territoire de Lamentin, eh bien, cette association aujourd'hui qui sort beaucoup de jeunes de la rue, tout comme d'autres le font à Bémao aussi, il faut le dire. D'autres le font dans d'autres communes, notamment la commune du Moule, etc. Pas à Sainte-Rose? Je ne peux pas parler de Sainte-Rose, je ne connais pas la situation de Sainte-Rose, mais je sais qu'il y a une volonté à Sainte-Rose de le faire aussi. Tous les maires de la Guadeloupe ont cette volonté-là de le faire. Avec peut-être des difficultés pour pouvoir, avec peut-être des difficultés pour aboutir. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous nous mettions autour de la table avec le département, avec la région et avec l'État pour que ces projets-là aboutissent et que nous puissions insérer ces jeunes-là, d'accord, dans des formations qualifiantes. Est-ce qu'il y a des permettre à ceux qui ont de l'ambition et qui ont les moyens et qui ont la capacité de créer leur propre entreprise, parce que ce ne sont pas que des jeunes en difficulté, si vous voulez, en termes de formation, qui sont dans la rue. Il y a des jeunes bien formés qui sont aussi dans la rue. Alors pourquoi est-ce que la présence de l'État est indispensable? Parce que la DIECT, qui est un service de l'État, est dans les rouages aussi. Quand nous mettons en place les formations, quand nous mettons en place les chantiers pour les jeunes, mais aussi les services de l'État sont aussi autour de la table. Quand un jeune veut créer son entreprise, il faut trouver. Et là, je vais vous dire tout à l'heure que c'est vrai que la crise est un catalyseur. C'est un moment, effectivement, qui nous permet de booster les choses. Nous avons, nous, maires, et les maires de la Guadeloupe, ont posé ce problème-là avec acuité. Ils ont posé ce problème-là avec, je pourrais vous dire, force, devant le ministre des Outre-mer, il y a un instant, sur la question, effectivement, de la jeunesse et des solutions qu'il va falloir donner à la jeunesse qui est aujourd'hui dans la rue et qui n'est pas dans la rue uniquement sur le problème sanitaire, qui est aujourd'hui aussi dans la rue par rapport à ces difficultés du quotidien. Voilà, donc une jeunesse dans la rue. Vous avez eu, je veux dire, l'occasion lundi dernier de rencontrer le Premier ministre. Vous avez eu l'occasion aussi aujourd'hui de vous entretenir avec le ministre des Outre-mer. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? On avance. En quoi avez-vous avancé? Je vais vous le dire. Et vous avez déjà la primeur de l'information puisque nous venons de terminer avec le ministre des Outre-mer. Notre première demande, elle est forte. Elle a été entendue. Nous espérons une réponse. Nous ne l'avons pas eue. Mais contrairement à ce qui s'est passé dernièrement à Paris, à Matignon, il y a une prise en compte de cette demande parce que nous l'avons répété tous en chœur et avec force et détermination, à savoir que, dans un premier temps, les personnes qui sont concernées, qu'on puisse mettre une parenthèse qui leur permet de continuer à percevoir leur salaire, de continuer à travailler, moyennant qu'elles présentent un test PCR tous les 72 heures. Alors là maintenant, on est passé à 24 heures. Oui, mais notre demande initiale, c'était toutes les 72 heures. Donc ça, je répète, notre demande initiale. On ne savait pas qu'entre-temps, la chose aurait bougé. Donc je peux vous dire que ce que nous avons demandé, après on verra. Pourquoi? Parce que nous sommes des élus, nous sommes responsables. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire ils ne sont pas vaccinés, ils sont face à des patients, laissez-les aller travailler, on met entre parenthèses, point barre à la ligne. Non, nous mettons une condition, le test PCR toutes les 72 heures. Pourquoi? Parce gratuitement? Oui, gratuitement. Pourquoi? Prise en charge par l'État ou même le conseil régional est prêt à prendre en charge les tests PCR ainsi que le conseil départemental. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand vous avez en face de vous une loi, ça crée une condition pénale. Si un patient se trouve contaminé
par un personnel de santé ou par un pompier, la responsabilité du SDIS est en jeu, la responsabilité de l'hôpital est en jeu s'il n'y a pas des mesures qui étaient prises auparavant. Donc, si ce n'est pas le vaccin, il faudrait que ce soit le test PCR. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose. Parce que là, nous sommes des gens responsables. Vous vous rendez compte, sur un mois, ensuite, 72 heures à chaque fois, un test. Oui, mais écoutez, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir le beurre, on ne peut pas faire comme s'il n'y a pas de Covid. Parce que quand j'entends des gens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Covid. Hein? J'ai l'impression qu'on vit dans un monde sans Covid. La Covid est toujours là. Et permettez-moi de vous dire que la 5e vague nous menace, d'accord, et ne viendra pas peut-être d'Europe. Parce qu'avec la quantité de personnes que je vois aujourd'hui, sans masque en Guadeloupe, un peu partout regroupées. Vous parlez de Guadeloupéens? Oui. Elle peut venir de chez nous. Elle peut venir de chez nous aussi. Je suis celui qui dit je balaye devant ma porte d'abord, avant d'aller balayer devant la porte des autres. Donc, nous ne pouvons pas faire comme s'il n'y a pas de Covid. Il faut que nous soyons responsables. Deuxième chose que nous avons demandé, c'est qu'il y ait une délégation qui se rende ici pour pouvoir discuter, entendre, pour trouver une solution à long terme sur cette question avec les personnes concernées. Avec les personnes concernées. Pour dire on ne peut pas déroger, il faut absolument que ces personnes soient vaccinées. Mais il n'y a que 1300 personnes concernées. On peut trouver une solution adaptée pour ces 1300 personnes. Nous, maires, nous disons très clairement, on ne peut pas laisser ces 1300 personnes dans la rue sans salaire. Il faut trouver une solution adaptée pour ces personnes-là. Alors, il faut trouver une solution adaptée pour les 1300 personnes ou 1400. Il faudra trouver une solution aussi adaptée pour ceux de la Martinique, de la Guyane, etc. Alors, est-ce que le gouvernement n'est pas, quelque part, embêté dans une impasse par rapport à tout cela? Non, chaque territoire peut réfléchir à cela. D'accord? Et quand nous disons solution adaptée, c'est des solutions au cas par cas, pour chaque personne, selon le profil professionnel de la personne, parce qu'il y en a qui sont directement liés aux actes médicaux, il y en a d'autres qui travaillent dans la santé, mais qui ne sont pas liés directement aux actes médicaux. Donc, il y en a qui sont des personnels d'entretien, ou encore des personnels administratifs ou autres, qui ne sont pas obligés de travailler forcément dans la santé. Bref, ce n'est pas à moi de trouver les solutions au cas par cas. Il appartiendra à des professionnels de trouver des solutions au cas par cas pour ces gens-là. Mais il faut chercher des solutions. Et à mon avis, et à notre avis, nous, maires, on peut trouver ces solutions. Et aujourd'hui, que s'est-il passé concrètement? Sur cette question-là, nous attendons un retour. Contrairement à ce qui s'est passé à Matignon, où là, on nous a dit, on vous a entendu, mais ça, c'est pas possible, laissez tomber. Aujourd'hui, on nous a dit, vous l'avez suffisamment martelé, on étudie la question et on reviendra vers vous. José Sapoti, vous avez toujours dit, je dis les choses, je n'ai pas peur de dire les choses. Exactement. Est-ce que, lorsque vous avez rencontré le ministre, vous étiez en phase? Est-ce que tous comme un seul homme. Oui. Donc comme un seul homme. On a désigné 3 personnes pour parler. Max Mathiazin, Jocelyn Sapoti, moi-même, et Olivier Serva. Tous nous étions d'accord. Et après, quand nous avons pris la parole, chacun, tous nous avons dit la même chose. La délégation qui était là a parlé comme un seul homme. Les élus guadeloupéens qui étaient là étaient soudés. Pareil aujourd'hui. Quand nous avons rencontré le ministre, pareil aujourd'hui. Quand j'ai regardé le public qui était là, nous avons quasiment tous les maires de la Guadeloupe qui étaient là. Nous avons aussi parlé comme un seul homme. Et est-ce que vous avez dit au ministre lundi dernier, la population, en tout cas, il y en a qui ne veulent pas de cette obligation vaccinale et qui ne veulent pas du pass sanitaire et que vous, élus, vous êtes d'accord avec cela? Écoutez-moi, je n'aime pas quand on dit la population. On met une confusion. Il y a 1300 personnes concernées. Ce n'est pas la population qui ne veulent pas de l'obligation vaccinale qui sont concernées par l'obligation vaccinale. C'est ça. Il faudrait, quand on parle, pour se faire respecter,
il faut être concret, il faut être rationnel, il faut connaître son dossier, et il faut être en capacité de l'expertiser. Alors là, d'accord? Donc nous ne sommes pas là pour parler en l'air. On dit concerné. Concerné. Aujourd'hui, mais on ne sait pas par la suite comment ça ira et combien de Guadeloupéens sont contre Pourquoi vous dites ça, madame? C'est ce qu'on répète dans la rue. C'est une question. Mais justement, je vous pose la question. Voilà, c'est ça qu'on répète dans la rue. D'accord? Aujourd'hui, l'obligation vaccinale ne concerne que 1300 à 1400 personnes. C'est tout. Il est interdit sur le territoire français de mettre en place l'obligation vaccinale pour tous. C'est interdit. La loi européenne interdit l'obligation vaccinale pour tous. Il y a un seul territoire français qui a mis en place l'obligation vaccinale pour tous. C'est la Nouvelle-Calédonie. C'est parce que ce n'est pas un territoire européen. Et ceux qui l'ont mis en place, ce sont les Calédoniens eux-mêmes. Ce ne sont pas les Français. C'est les Calédoniens eux-mêmes. La Nouvelle-Calédonie elle-même a décidé obligation vaccinale pour tous les Calédoniens. C'est le seul territoire français où ça a été décidé. C'est parce que c'est un territoire qui n'est pas un territoire européen. Et ça ne pourra pas arriver ici ni ailleurs. Non. C'est interdit sur les territoires européens. D'accord? Par contre, tous les territoires européens ont mis en place une obligation vaccinale pour des professionnels de santé ou encore des fonctionnaires ou encore pour des corps précis, mais jamais l'obligation vaccinale pour tous. Donc aujourd'hui, pour récapituler, lorsque vous avez eu à discuter avec Monsieur le ministre des Outre-mer, vous n'êtes pas ressorti avec des propositions ou des actes concrets. Je finis. Si, nous sommes sortis avec des actes concrets. Première chose, concernant cette proposition, elle est à l'étude. Nous aurions préféré un oui, mais nous avons quand même progressé, puisque la dernière fois, c'était un non catégorique. Aujourd'hui, c'est elle est à l'étude. Deuxième chose, nous avons obtenu du ministre qui viendra en Guadeloupe. Mais il ne viendra pas en Guadeloupe pour nous regarder et pour nous faire des promesses. Il faut qu'il vienne en Guadeloupe avec des réponses concrètes, nous lui avons demandé. Nous lui avons dit, nous voulons qu'il vienne en Guadeloupe pour répondre aux problématiques de la jeunesse. Nous voulons qu'il vienne en Guadeloupe pour rencontrer les publics qui sont concernés par cette obligation vaccinale. Nous voulons qu'il vienne en Guadeloupe pour travailler avec les forces vives de la Guadeloupe qui construisent la Guadeloupe sur un projet social, économique pour la Guadeloupe. Et lui-même, il a compris, par rapport au débat que nous avons eu, qu'il faut l'élargir à la question statutaire et institutionnelle. Parce que ça se dit aujourd'hui dans la rue. Ça se dit un peu partout en Guadeloupe. Il faut avoir le courage de poser le problème. Parce que si aujourd'hui... Vous changez de statut. Écoutez, il faut qu'on soit clair. Je suis comme ça. Je vous ai dit que je dis les choses. Si aujourd'hui on dit que la crise sanitaire a été trop centralisée, a été gérée de manière trop centralisée, c'est le statut qui fait que ça a été géré comme cela. Si on veut que sur un certain nombre de questions, c'est nous qui allons définir quelles sont les questions, quels sont ces domaines, c'est nous qui allons définir quels sont ces domaines-là. Si on veut qu'il y ait une différenciation entre la manière dont on fait, ou on décide pour le territoire hexagonal et pour la Guadeloupe, il faut une modification et un changement statutaire. Il faut passer du 73 au 74. Mon discours est différent. J'ai eu à tenir ce discours-là dans une conférence à Paris avec, à ma droite, Jean-Paul Huchon, ancien président de la région Île-de-France, et l'ancien Premier ministre, et un ancien Premier ministre. Lequel? M. Raffarin. Et devant un public qui n'était pas un public ultramarin, un public hexagonal. Et en fait, les mêmes problèmes que nous trouvons ici par rapport à la centralisation et par rapport au pouvoir central qui est à Paris, eux, ils l'ont aussi. Lorsqu'on vous fait le reproche de ne pas avoir utilisé convenablement les outils de la décentralisation... Non, mais laissez-moi finir. Justement, c'est ça. Oui. C'est pour vous dire que la décentralisation, elle n'est pas terminée. Il faut la poursuivre, il faut aller plus loin.
Mais pas seulement pour nous, territoires ultramarins, mais pour l'ensemble des territoires de la France. Parce que je me suis rendu compte que ce que je dis, il y avait devant moi des élus qui ne sont pas ultramarins. Ils se sont retrouvés dans ce que je disais. Ils sont venus me voir après et pour me dire, mais monsieur le maire, ce que vous dites là, nous vivons à peu près les mêmes difficultés que vous. Et ils sont venus me dire, il serait temps qu'on puisse penser à une décentralisation plus poussée pour la France. Alors, il faut rester dans le 73. Comment vous... Il faut sortir de cette logique 73-74. Il faut réformer la Constitution française. Il faut passer d'une... Carrément. Il faut passer d'une France aujourd'hui trop centralisée vers une France qui reconnaît ses territoires et vers une France qui est en capacité de donner un peu plus d'autonomie et de responsabilité à ces territoires. Alors, aujourd'hui... Ça ne remet pas en cause du tout la République. Ça ne remet pas en cause du tout l'appartenance à une République. Par contre, ça permet au territoire d'être plus efficace. Comment être plus efficace? En faisant mieux que l'État. C'est le moment d'installer le débat. C'est le moment d'installer le débat. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle, c'est le moment d'installer le débat. Et nous avons installé le débat avec le ministre des Outre-mer. Les maires de la Guadeloupe, écoutez-moi, les maires de la Guadeloupe ont eu le courage aujourd'hui d'installer ce débat-là avec le ministre des Outre-mer. Et il nous a promis effectivement d'ouvrir le dossier. Parce qu'il reconnaît lui-même que ce dossier mérite d'être ouvert. Et il vient quand? Alors, on attend. Nous attendons, puisque bien sûr, nous avons exprimé la demande. Dans les 48 heures, nous aurons une réponse. Par rapport, bien sûr, à la première question dont je vous parle. Par rapport, bien sûr, au fait que les discussions et les négociations devront être ouvertes dans un schéma qu'il aura à définir. Et troisièmement, bien sûr, quand il sera en Guadeloupe le plus rapidement possible, nous l'espérons. Donc il y avait trois questions. Il y avait 3 questions. C'est nous qui avons posé ces 3 questions-là. Oui. Lui, bien sûr, il est intervenu sur autre chose, où il devait faire ses présentations, mais nous, voilà nos demandes. Voilà. Donc sur ces 3 demandes-là, nous attendons. Nous savons déjà, 1, qu'il viendra, 2, qu'il y aura des rencontres et des entretiens avec les forces vives de la Guadeloupe et les personnes concernées. La seule réponse dont nous n'avons pas encore très concrètement, c'est la suspension de l'application de la loi pour les personnes concernées. Alors, on a l'impression que les choses se sont précipitées, puisque maintenant, concernant les tests PCR, on ne parle plus de 72 heures, mais de 24 heures. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est tombé pendant que nous étions dans cette réunion avec monsieur le ministre. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez la réponse là, à ce que vous avez demandé? Exactement. Mais ça peut se comprendre. Puisqu'aujourd'hui, la 5e vague, elle arrive. Nous sommes sûrs que la 5e vague sera là. Elle sera en Europe, elle sera ici. Et cette affaire de 3e dose, ce n'est pas... il vous en a parlé? Non, on n'en a pas parlé. Nous n'avons pas parlé de cela. Et heureusement d'ailleurs, puisque s'il s'agissait de cela, je lui ai dit, ce n'est pas notre place. Je ne suis pas médecin, madame. Comme je vous l'ai déjà dit ici, je ne suis pas médecin. Beaucoup de gens me demandent de m'exprimer sur la question de la vaccination. Est-ce qu'on doit prendre, est-ce qu'on ne doit pas prendre? Je ne sais pas dire ça. Je ne suis pas médecin. Chacun son job. Par contre, quand on regarde bien les choses aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un laisser-aller. Et comme je vous dis, je dis les choses. Un laisser-aller même chez les personnes vaccinées. Moi, je suis vacciné. Et je dis à ceux qui sont vaccinés depuis tantôt, même si vous êtes vaccinés, portez le masque. Continuez à le porter. Continuez à respecter les gestes barrières. Pourquoi? Pour protéger les autres. Et surtout pour protéger les non-vaccinés. Parce que vous êtes vaccinés. Vous pouvez l'avoir. Mais à 95%, vous êtes protégé contre une forme grave. Vous êtes protégé contre une forme grave. J'ai beaucoup d'amis vaccinés qui ont eu la Covid, madame. Ils ont eu 2 jours de Covid. Ils ont eu 2 jours de Covid. Ils ont eu des courbatures. Ils ont eu la fièvre et puis c'était terminé. Toutes les personnes que j'ai perdues, mortes de la Covid, je ne les compte même pas sur 10 doigts. Elles n'étaient pas vaccinées. Elles n'étaient pas vaccinées. Donc moi, ce n'est pas pour dire aux gens, prenez ou ne prenez pas. C'est un constat que je fais. Je fais un constat. Donc je dis aux gens, même si vous êtes vaccinés,
protégez-vous et protégez les autres. Et quant à ceux qui ne sont pas vaccinés, pareil. Protégez-vous et protégez les autres. Alors, Jocelyn Sapoti, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes dans l'attente de voir ce qui va se passer, mais au-delà de tout ça, la question principale, c'est comment s'en sortir et jusqu'où il faudra encore vivre ces événements. Je lance un appel à mes frères et mes sœurs. Vous avez rencontré les jeunes, ils vous ont peut-être dit qu'ils vont arrêter. J'ai rencontré les jeunes. Et le principal travail que je fais dans la relation que j'ai avec les jeunes, c'est de leur dire de faire attention à ce qu'ils font. Je n'ai pas la capacité de leur dire de sortir des barrages. Je n'ai pas ce poids-là. Pourquoi pas? Non, parce qu'ils attendent quelque chose, non pas de moi à ce niveau-là, mais du gouvernement. Chacun à sa place. Mais j'ai la capacité de leur dire, n'exposez pas vos vies. Ne vous mettez pas en danger. Ne brûlez pas. Ne cassez pas. C'est le message que je leur ai porté depuis 2 jours. Je les rencontre directement. Je n'ai pas peur de les rencontrer. Je n'ai pas peur de les rencontrer. D'accord? Certaines personnes me l'ont reproché en me disant, tu prends des risques, tu fais ceci, tu fais ça. Je n'ai pas peur d'aller rencontrer. Ce sont mes enfants. Ce sont nos enfants. Ce sont les frères et sœurs. Des enfants qui sont depuis tantôt sur le bord de la route. Moi, à la matin, je les connais tous. Je parle avec eux. Tous. Ils sont toujours les bienvenus. Je parle avec eux, je continuerai à parler avec eux. Au-delà de parler, est-ce qu'on peut dire que vous les avez insérés dans la vie professionnelle? Pas tous, ce n'est pas possible. La mairie ne peut pas donner du travail à tout le monde. Mais beaucoup. Beaucoup. Et non seulement on les a insérés, mais on a créé des structures pour leur permettre de travailler ou de créer leur propre emploi. On a fait ça. Mais on ne pourra pas sauver tout le monde. Il faut qu'on soit nombreux à le faire. Il ne faut pas que ça soit que la municipalité. Il faut que ça soit aussi les entreprises. Il faut que ça soit aussi les associations. Comment attirer la considération des jeunes, surtout lorsque vous entendez sur les barrages, ces messieurs ne veulent pas voir, ne veulent pas tant, ils n'ont pas gens qui paient nous, à présent ils ont besoin de voir nous pas qu'à faire confiance, nous ne voulons pas. Lorsque vous entendez cela, est-ce que vous avez un pincement au cœur? Moi, je vais vous dire, je n'ai pas eu de difficulté pour entrer en contact avec eux. Je n'ai eu aucune difficulté et je suis toujours dans le contact avec eux. Aucune difficulté. Ensuite, moi, ce que je vais vous dire, il faut leur donner de l'amour. Il faut les considérer. Ce sont des êtres humains comme tout le monde. Il faut arrêter. Il faut arrêter de les stigmatiser. Il faut les considérer. Il faut leur donner de l'amour. Et il faut toujours leur dire la vérité. C'est ça qui est important. Un jeune qui vient devant vous, dites-lui la vérité. Si vous pouvez, dites-lui que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas dans l'immédiat, dites-lui que vous ne pouvez pas dans l'immédiat. Si vous ne pouvez pas du tout, dites-lui que vous ne pouvez pas du tout. Aidez-le, offrez-lui une autre voie, envoyez-le quelque part d'autre, mais répondez à sa demande et dites-lui la vérité. C'est ce qu'ils veulent. Donc maintenant, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Donc vous êtes dans l'attente d'une réponse du gouvernement au pire des cas, dans 48 heures, c'est ça? Exactement. Nous sommes dans l'attente d'une réponse, en sachant bien sûr déjà qu'il y aura des rencontres et que M. le ministre viendra en Guadeloupe, qu'il rencontrera les personnes concernées, qu'il rencontrera les forces vives de la Guadeloupe dans un dispositif et dans un schéma qu'il aura à définir et qu'il ouvrira bien sûr le débat sur la question de plus de pouvoir sur le plan local, sur la question de la différenciation. Parce qu'il faut dire les choses. Ce que nous demandons là, à travers le pass et à travers l'obligation vaccinale, c'est la question de la différenciation. Quels sont les sujets qu'on met là-dedans et comment on traite ça? Alors juste en une phrase, il y a un espace de discussion qui sera mis en place et c'est ce que vous avez obtenu lors de votre rencontre avec le ministre lundi, donc il faudra échanger, essayer de trouver des solutions et avec un médiateur qui, aujourd'hui... Nous avons demandé des médiateurs, pas un médiateur. Nous avons demandé des médiateurs. Qui voyez-vous aujourd'hui, pour jouer ce rôle? Oui, oui. Aujourd'hui, nous avons encore précisé notre demande. Nous voulons que ce soit des Guadeloupéens, oui, enfin, des professionnels qui exercent en Guadeloupe,
Je ne veux Oui. pas dire des Guadeloupéens, parce que ça peut être quelqu'un qui est d'origine hexagonale, mais qui travaille en Guadeloupe depuis quelque temps. Donc, des gens qui sont professionnellement installés déjà en Guadeloupe et qui connaissent les problématiques et les difficultés, qui ont le profil professionnel pour pouvoir le faire. Donc, il y a des gens qui ont le profil professionnel, dont c'est le métier d'accompagner des gens comme ça, et qui, techniquement, connaissent le dossier. Voilà les trois Est-ce conditions. que ça peut être Madame Denux, par exemple? Nous ne pensons pas que ça soit la bonne personne, Pourquoi? mais nous l'avons dit. Ah, Nous ne vous pensons l'avez pas. dit. Oui, nous l'avons dit. Elle a été proposée. Non, nous avons très clairement dit que nous ne pensons pas que ça soit la bonne personne. Et qui serait la bonne personne? Au moins une Mais nous personne. demandons effectivement qu'on puisse faire le casting. Nous avons demandé au ministre de faire le casting. Ça pourrait être Et vous? nous voulons Ça que- pourrait être vous? Non, je ne suis pas. Non, ce n'est pas mon métier, madame. Chacun son métier. Moi, j'ai une profession, je connais mon métier, je sais ce que je sais faire. Par contre, nous avons bien effectivement demandé effectivement que ça soit plusieurs personnes. D'accord. D'accord. En tout cas, d'ici 48 heures, pourquoi pas, nous pourrons nous revoir pour faire un point sur ce que vous aurez obtenu de la part de l'État. Et puis, pour poursuivre, puisque nous sommes obligés de mettre un terme à cette émission et je n'ai pas épuisé mes questions. Merci, madame Boissé. Merci à vous, Jocelyn Sapoti, d'être venu. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis et restés à l'écoute de nos programmes.